Profitez des 60 milliards de barils de pétrole cachés sous la tour Eiffel. Nous allons vous révéler comment une petite compagnie pétrolière texane a revendu jusqu'à son dernier puits de pétrole le jour où elle a découvert un réservoir de 60 à 200 milliards de barils de pétrole dans le bassin parisien. Comment toute la chaîne de production, du fournisseur de tubes en acier à la société exploratrice, va prendre de la valeur et générer des gains exceptionnels grâce à cette découverte. En France, les sous-sols appartiennent à l'État. Cela veut dire que même si vous avez eu la chance d'acheter un terrain sur un gisement géant de pétrole, il ne vous appartient pas. Pour les experts indépendants, les réserves pourraient se chiffrer à plus de 60 milliards de barils. C'est à peu près la quantité de pétrole qui se trouve au large du Nigeria ou de l'Angola. Évidemment, la totalité de ces 60 milliards ne pourra pas être extraite des sous-sols. Il y a de nombreux défis, notamment techniques et technologiques, à relever avant cela. Mais sachez que l'exploitation d'un seul % de cette manne serait déjà ultra profitable. Cette technologie, c'est le forage horizontal. Pour en revenir à nos 60 milliards de barils cachés sous Paris, il faut forer sur des distances de 4 à 5 km de large par 2 à 3 km de profondeur, sous les réservoirs traditionnels. Regardons comment la fracturation hydraulique permet d'extraire ce pétrole au niveau de la roche-mère. Un forage vertical est d'abord effectué avec un trépan qui est lubrifié et refroidi par des boues à base de bentonite. Lorsque le forage atteint la nappe phréatique, il est arrêté et une enveloppe, sorte de tubage cimenté, est coulée afin d'isoler le puits de la nappe d'eau pure. Ce tubage devrait être capable de résister à de très fortes pressions. Il y a là un risque de fuite et de contamination très sérieuse de la nappe phréatique. Lorsque le forage arrive près de la couche contenant les inclusions de pétrole, c'est-à-dire entre 2500 ou 3000 mètres de profondeur, un nouveau type de trépan pourvu de moteur est introduit de façon à amorcer un virage à 90 degrés. Le forage se poursuit alors horizontalement sur plusieurs kilomètres. Lorsque le forage arrive à son extrémité, le trépan est enlevé et le puits est ensuite gainé par une enveloppe cimentée. À ce stade, le forage proprement dit est terminé. Le derrick est enlevé et une tête de puits spéciale est placée. L'opération de fracturation hydraulique pourra alors commencer. Des amorces de fracture de la roche sont créées par des explosifs. Puis d'énormes quantités d'eau acheminées par camion-citerne, environ 15 000 m3, additionnées de centaines de tonnes de produits chimiques, dont certains sont toxiques et cancérigènes, sont introduits sur très haute pression, de l'ordre de 600 bars, pour fissurer la roche. Cette opération est répétée plusieurs fois jusqu'à couvrir toute la longueur, toute la partie horizontale du puits. Ce
qui reste du fluide de fracturation est alors pompé en surface et devra être traité dans des conditions satisfaisantes. Un seul puits produira 100 à 400 barils par jour et il en faudra beaucoup pour obtenir une production qui soit significative. D'ici 2011, 6 tests forages seront mis en route. Cela fera autant de nouvelles échéances à surveiller. 60 milliards de barils sous la tour Eiffel, ça représente la consommation française pendant un siècle. Pour cela, il faudrait forer 200 000 puits et occuper toute la surface de l'Île-de-France. Et pour produire seulement 5% de notre consommation de pétrole, il faudrait forer 500 puits par fracturation hydraulique. Aujourd'hui, elle dispose de l'autorisation gouvernementale pour explorer plus de 400 000 hectares. Qui plus est, en situation de complet monopole. Dites-vous. Sur cette carte de la Seine-et-Marne, les zones en bleu représentent les permis accordés en 2009 dans la plus grande obscurité. Ces photos aériennes du Dakota du Nord montrent la densité des forages, où la distance entre les puits n'est que de quelques centaines de mètres. La consommation d'eau est considérable, car pour une seule opération de fracturation, il faut l'équivalent de 6 ou 7 piscines olympiques. Et si l'on produisait par fracturation hydraulique l'équivalent de 5% de la consommation française de pétrole, il faudrait prélever dans les nappes près de 7 millions de mètres cubes d'eau par an. Et ceci alors que la Seine-et-Marne est en situation de crise, puisque le niveau des nappes est inférieur à la normale depuis plusieurs années déjà. Par ailleurs, les risques de pollution des nappes phréatiques est très important, car l'on injecte sous très haute pression 600 bars, 15 000 m3 d'un mélange d'eau, de sable et de produits chimiques, parmi lesquels on trouve du benzène, des formaldéhydes, du naphthalène, des l'éthylbenzène, du toluène, des acrylamines, tous produits cancérigènes et toxiques. Et pour une seule fracturation, cela représente 150 tonnes, et pour 500 puits, ça représenterait 75 000 tonnes injectées sous les nappes. On voit sur ce diagramme les voies possibles par lesquelles les contaminants pourraient atteindre la nappe, soit au niveau du forage vertical si les tubages ne sont pas étanches, soit par des failles par lesquelles les produits pourraient migrer lentement en plusieurs années jusque vers la nappe. Un volume considérable de boue et de rejets toxiques doivent être traités dans des bassins de décantation, puis dans des stations d'épuration, dont on ne sait pas trop comment ça va se passer. Une noria de camions faisant des rotations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour emmener l'eau, emmener les boues à traiter, emmener le pétrole, provoqueront beaucoup de désordre. L'argent est le nerf de la guerre, le pétrole est son sang. Les profits pour Toreador seront considérables, 70 $ par baril, et s'il produisait 100 000 barils par jour, il gagnerait 2 milliards d'euros par an, alors que les taxes locales qui reviendront aux collectivités seront 20 fois moindres.